Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Éveil. Merci, oui, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle exploration ensemble. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre assez costaud, hein, Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Ça a fait pas mal de bruit quand c'est sorti en 2018. Greene, on le connaît déjà pour ses livres sur le pouvoir, la séduction, toujours un peu provocateur, non? Qu'est-ce qui l'anime, à votre avis, cette envie de décortiquer comme ça la nature humaine? Ah, c'est une très bonne question pour démarrer. Je crois qu'il est vraiment fasciné par ce qui se passe sous la surface, vous voyez. Tous ces mécanismes un peu cachés qui nous gouvernent. Après le pouvoir, la séduction, là, il va chercher la racine, quoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on répète toujours les mêmes schémas, individuellement et même collectivement? Son approche, elle est ambitieuse. Il mélange l'histoire, la psycho, la littérature, la philo, pour essayer de trouver il appelle ça des lois, enfin des tendances vraiment profondes qui expliquent nos comportements, souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme s'il voulait nous donner un manuel pour se décoder soi-même et puis décoder les autres aussi. Un manuel de décodage, j'aime bien ça. Et alors, la première idée forte, le premier grand thème qu'il attaque, c'est, ça nous bouscule un peu, l'irrationalité. On aime bien penser qu'on est logique, maître de soi, mais Green dit, non, pas vraiment. Il cite même Dostoïevski, cette idée d'un second moi, un peu fou, qui nous pousse à faire des trucs contre notre volonté. Pourquoi commencer par là? C'est si fondamental. C'est parce que c'est la pierre angulaire de tout son raisonnement, en fait. Pour Green, si on ne reconnaît pas d'abord à quel point nos émotions sont puissantes, à quel point elles influencent nos pensées, eh bien, on passe à côté de l'essentiel. Nos émotions, c'est pas juste des petites réactions comme ça. Elles sont ancrées très profondément, ça vient de notre évolution, de nos premières expériences, et ça teinte notre vision du réel tout le temps. Il explique bien qu'on est bourré de biais cognitifs. Ah oui, les fameux biais. Exactement. Ces raccourcis que prend notre cerveau et qui nous trompent. Le biais de confirmation, par exemple, on va chercher ce qui confirme ce qu'on pense déjà et on ignore un peu le reste. Mhm. Le biais de groupe, on finit par penser comme notre entourage juste pour être accepté, sans même s'en apercevoir. Et puis, il y a le biais de supériorité. Cette petite voix qui nous dit « Ah mais moi je suis quand même plus rationnel, plus moral que les autres ». Oui, celui-là, il est tenace. Tout à fait. Et Green donne l'exemple de Périclès, le grand stratège athénien. Même lui, admiré pour sa sagesse, il devait faire un effort conscient, permanent, pour maîtriser ses émotions, la colère, l'orgueil, la peur. Pour pouvoir penser clairement, stratégiquement. C'est ça qu'il appelle atteindre son Athéna intérieur, la déesse de la sagesse, ou le nous, cette part de nous capable de raisonnement froid. C'est un vrai travail, même pour les plus grands. Voilà qui devient vraiment intéressant. Mais alors, concrètement, reconnaître ça, notre propre part d'irrationalité, et puis celle des autres aussi, comment ça peut nous aider au quotidien? J'ai un exemple tout bête. Une discussion qui a mal tourné avec un voisin pour une histoire de bruit. Bon, sur le coup, j'étais sûre d'avoir raison, logique, implacable, mais après, en y repensant, j'ai bien vu que c'était surtout l'agacement, un ras-le-bol accumulé qui parlait. Mon émotion avait pris le dessus, quoi. Comment on utilise cette prise de conscience? C'est exactement ça. Cette prise de conscience, c'est déjà l'outil principal. D'abord, ça permet de souffler un peu, de prendre du recul. Au lieu de réagir au quart de tour, on peut se demander « Attends, qu'est-ce que je ressens là vraiment? Est-ce que c'est proportionné ?» Ça désamorce déjà pas mal de choses, en nous et avec les autres. D'accord. Souvent, les gens, ils projettent leurs propres trucs, leurs peurs, leur histoire. Green, il propose un chemin en 3 étapes pour devenir plus rationnel. 1. Prendre conscience, activement, que les émotions et les biais sont partout. 2. Essayer d'identifier les biais précis en jeu, les miens, ceux de l'autre. Et 3. Chercher à les contrebalancer, consciemment, se forcer à voir l'autre point de vue, analyser ce qui nous fait réagir, attendre avant de répondre. C'est un entraînement, en fait. C'est tout à fait ça. Il cite Tchekhov, l'écrivain et médecin. Tchekhov s'efforçait de comprendre la logique interne, même irrationnelle, de ses personnages les plus sombres ou de ses patients difficiles. Et cette compréhension, ça lui permettait de ressentir de la pitié, ou au moins une sorte de détachement, là où d'autres auraient juste condamné. C'est ça qui libère. Comprendre pour ne pas juger trop vite. Ça m'amène à un autre gros morceau du livre, assez délicat, le narcissisme. Green dit qu'on est tous quelque part sur ce spectre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi la différence entre un amour-propre normal, sain, et ce qu'il appelle le narcissisme profond?
Oui, l'idée de spectre est cruciale, hein. Il ne dit pas qu'on est tous des pervers narcissiques, attention. Il dit qu'on a tous besoin de se construire une image positive de nous-mêmes, une persona, comme il dit. C'est normal, c'est pour l'estime de soi, on met en avant nos qualités, on gomme un peu nos défauts, on se raconte une histoire qui tient la route. Ça, c'est le narcissisme qu'il appelle fonctionnel. C'est OK. Le problème, c'est qu'on ce besoin d'image devient rigide, énorme, et surtout complètement dépendant du regard des autres. Ça, c'est le narcissisme profond. Ces personnes-là, explique Green, elles manquent terriblement de ce qu'il appelle une validation interne. Leur valeur personnelle, c'est comme un ballon troué. Il faut sans arrêt que les autres soufflent dedans. Admiration, attention, soumission. Ah d'accord. Et c'est pour ça qu'elles réagissent si mal à la critique. Exactement. La moindre remarque, le moindre signe de désaccord ou même juste d'indifférence, c'est vécu comme une menace, une attaque personnelle terrible. Ça peut déclencher soit une rage froide, un besoin de vengeance, soit au contraire, ils vont jouer les victimes pour manipuler et culpabiliser. Green donne plusieurs signes. Cette hypersensibilité, la tendance à tout ramener à soi, une forme de paranoïa, l'envie maladive de ceux qui réussissent. Et souvent, paradoxalement, une façade très assurée et très confiante. C'est pour masquer le vide et la fragilité en dessous. Il parle aussi du leader narcissique, au début charismatique, séduisant, mais qui finit par semer le chaos, diviser pour mieux régner, prendre des décisions folles juste pour rester au centre. Rencontrer des gens qui cochent quelques cases. J'ai eu un chef comme ça il y a quelques années, brillant en surface, très charmeur, mais incapable d'admettre une erreur, toujours la faute des autres, et il se mettait en scène en permanence. C'était épuisant de bosser avec lui. Si on ne peut pas juste partir en courant, qu'est-ce que Green conseille pour interagir avec ces personnalités toxiques? La première étape, c'est toujours la même. Reconnaître les schémas. Comme pour l'irrationalité. Une fois qu'on a repéré qu'on a affaire à un narcissique profond, Green dit « protégez-vous, votre équilibre émotionnel d'abord ». Ça veut souvent dire garder une certaine distance, ne pas rentrer dans leur jeu de manipulation, de drame, ne pas essayer de les changer, c'est peine perdue. Éviter la critique directe, ça ne sert à rien, la réaction sera démesurée. Parfois, il faut savoir manier une forme de flatterie minimale, stratégique, juste pour que ça fonctionne, mais sans être dupe. Mais le plus important, c'est ce qu'il nous dit sur nous-mêmes. Ah oui. Oui, il nous pousse à regarder honnêtement nos propres tendances narcissiques. Ce besoin qu'on a tous d'être aimés, admirés, d'avoir raison, de fréquenter des gens qui nous ressemblent. On a tout ça en nous, à différents degrés. Le reconnaître, ça nous rend moins vulnérables aux pièges des autres et aux nôtres. Et l'antidote numéro 1 qu'il propose, c'est de cultiver l'empathie. Mais pas n'importe laquelle, il parle d'empathie viscérale. L'empathie viscérale, qu'est-ce que c'est exactement ça? C'est la capacité à capter presque physiquement l'état émotionnel de l'autre, avant même d'analyser ce qu'il dit. C'est lire le langage du corps, le ton de la voix, les micro-expressions, l'énergie qui se dégage. C'est se brancher sur l'humeur de l'autre, intuitivement. Ça demande de l'attention, de l'observation, de sortir un peu de sa propre tête. Et, selon Green, c'est le meilleur moyen de comprendre les gens au-delà de leur masque, y compris les narcissiques, et de ne pas se faire avoir. Cette histoire de masque, de façade, ça nous amène directement à un autre point essentiel chez Green, l'importance de juger le caractère des gens. Pas juste leur réputation ou leur charme de surface. Il insiste beaucoup là-dessus. Pourtant, on dit souvent, faut pas juger. Oui, mais Green, il prend le contre-pied de cette idée un peu gentilette. Pour lui, juger le caractère, ce n'est pas moraliser, c'est une question de survie, sociale et pro. Le caractère, c'est la structure de base de la personnalité. Ça se forge dans l'enfance, avec les premières relations, les grosses expériences, puis ça se renforce avec les habitudes, tout au long de la vie. Et ce caractère, dit-il, il est beaucoup plus stable, plus prévisible que les humeurs ou les masses qu'on porte. C'est ça qui détermine nos comportements profonds, nos schémas. Il a cette phrase choc, les gens ne font jamais quelque chose une seule fois. Ah oui, ça marque. Si quelqu'un a tendance à fuir ses responsabilités, à trahir, ou au contraire à être fiable, tenace, ce ne sont pas des accidents, c'est son caractère qui parle. Ne pas voir ça, c'est s'exposer à des déceptions, voire pire. Et il donne des exemples pour illustrer ça? Oui, il prend l'exemple très parlant de Howard Hughes. L'image publique, c'était le milliardaire fou, l'aviateur génial, le producteur visionnaire, mais Green gratte la surface. Il regarde son caractère, forgé par une mère hyperprotectrice, obsédée par les microbes, puis la perte de ses parents. Son caractère à lui, c'était un besoin maladif de contrôle absolu, une méfiance terrible envers tout le monde, une incapacité à déléguer. Résultat,
Malgré l'argent, l'intelligence, beaucoup de ces grands projets ont capoté à cause de ça, de sa rigidité, de sa parano. Le caractère l'a rattrapé. Mm. À l'inverse, il cite Joan Crawford, l'actrice. Elle venait d'un milieu très dur, elle avait un besoin énorme d'affection, une hypersensibilité. Elle aurait pu couler, mais elle a pris conscience de ses failles et elle s'est forgé un caractère en béton. Discipline de fer, volonté acharnée, une capacité incroyable à s'adapter. C'est cette force de caractère construite qui lui a permis cette carrière immense à Hollywood. Elle a transformé ses faiblesses en force. Ok, déballons ça, comme on dit. Concrètement, si le caractère est si important, mais souvent caché, comment on fait pour le voir? C'est quoi les indices au-delà du sourire? Alors là, Green nous dit de devenir de vrais détectives du comportement. Il faut observer les motifs, les trucs qui reviennent, sur la durée. Pas juste une impression. Comment la personne réagit sous pression? C'est là que le masque craque souvent. Est-ce qu'elle tient le coup face à l'adversité ou elle s'écroule? Est-ce qu'elle apprend de ses erreurs ou elle les répète en boucle? Comment elle traite les gens qui n'ont pas de pouvoir sur elle? Les serveurs, les assistants? Très révélateur. C'est vrai, ça. Est-elle généreuse ou toujours centrée sur son intérêt? Comment elle gère les détails? Est-ce qu'elle délègue ou elle veut tout contrôler? Ça, c'est souvent un signe d'insécurité. Il faut aussi regarder ses choix passés, ses relations précédentes. Et, point crucial, Green insiste, il faut aussi comprendre notre propre caractère. Quels sont nos schémas à nous, nos points faibles? Bien se connaître, c'est la base pour ne pas projeter nos trucs sur les autres et mieux les lire. Il fait aussi des distinctions utiles entre les extravertis, guidés par l'extérieur, et les introvertis, plus guidés par leur monde intérieur. Et il met en garde contre certains caractères toxiques comme le personnalisateur, celui qui prend tout personnellement, qui voit des attaques partout. Impossible de travailler avec ce genre de personne. C'est tout un programme, cette observation. Ça demande d'être super attentif. Oui, mais l'enjeu est énorme, dirait Green. Choisir les bonnes personnes avec qui on fait équipe, en amour, en amitié, au boulot, c'est une des clés de la vie. Se planter sur le caractère, ça peut faire très mal. Absolument. On change un peu de sujet, mais on reste dans les moteurs humains. Green parle beaucoup du désir, de cette tendance qu'on a tous à vouloir ce qu'on n'a pas, à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. L'exemple de Coco Chanel est incroyable. Elle venait de rien, et c'est son insatisfaction permanente, son désir d'autre chose qui l'a poussée si loin. Elle a tout changé dans la mode, créé un empire. Il dit même qu'elle encourageait les copies pour que son style se diffuse. Qu'est-ce que cette loi du désir nous apprend? Elle nous montre une des grandes illusions humaines, oui. Cette idée que le bonheur est là-bas, dans l'objet distant, inaccessible ou juste différent de ce qu'on a. Green montre que c'est un mécanisme très très ancien. Il prend des exemples comme l'Exode. Les Hébreux sortent d'Égypte et hop, ils regrettent déjà les oignons d'avant. Ou notre façon d'idéaliser le passé, l'enfance, le paradis perdu. Notre esprit est comme ça, attiré par ce qui manque, ce qui est absent. Et évidemment, la société de consommation, la pub, la politique, tout ça joue à fond là-dessus. On nous crée sans arrêt de nouveaux désirs pour combler un vide supposé. Dans les relations aussi, ça peut nous aveugler sur ce qu'on a, nous faire rêver de l'inconnu. Et le paradoxe, comme le soulignait Green, c'est que souvent, quand on obtient enfin ce qu'on désirait tant, pouf, l'intérêt retombe. C'était le désir lui-même qui était excitant, pas la possession. C'est tellement vrai ça, hein. On l'a tous senti, cette excitation avant, qui disparaît après. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment on fait pour pas passer sa vie à courir après des mirages, toujours insatisfait? Green propose une double piste. D'abord, en prendre conscience. Juste ça. Réaliser que ce désir pour l'absent, c'est souvent une construction mentale, une illusion. Ensuite, apprendre à valoriser le présent. Ce qu'on a, les relations qu'on a, les projets en cours. Pas renoncer à l'ambition, non, mais cultiver l'appréciation du réel. S'ancrer ici et maintenant, plutôt que de se projeter sans cesse dans un futur idéal ou un passé regretté. Apprécier ce qui est là. Voilà, et puis il y a l'aspect plus stratégique qu'il développe ailleurs, mais qui est lié, apprendre à utiliser cette loi dans nos interactions. Savoir garder une part de mystère, ne pas tout donner tout de suite, maîtriser l'art de la présence et de l'absence pour garder l'intérêt des autres, comprendre que c'est souvent l'obstacle, la difficulté qui attise le désir. C'est un jeu subtil. Mais au niveau personnel, l'idée forte, c'est de canaliser cette énergie du désir. Comme Chanel, elle a transformé son insatisfaction en une force créatrice incroyable. Au lieu de se laisser bouffer par le manque, on peut utiliser cette énergie pour construire, pour créer, pour approfondir ce qui est là.
C'est un changement de focus de l'objet fantasmé à l'action concrète et à l'appréciation du réel. Transformer le désir en moteur de création plutôt qu'en frustration. C'est une belle perspective, ça. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une pensée pour finir, une pensée inspirée par Green et par Tchekhov qu'on a mentionné. Si on poussait cette logique de compréhension, vraiment jusqu'au bout, si on arrivait à saisir les motivations profondes des autres, même les plus tordues, les plus narcissiques, les plus destructrices, pas pour excuser, mais pour comprendre leur logique interne, leur histoire, leur quête à eux de bonheur ou de sécurité, même si elle est complètement déviée. Est-ce que cette compréhension radicale, ça ne pourrait pas désarmer notre propre colère, notre haine, peut-être laisser la place, sinon à l'empathie, au moins à une forme de pitié lucide ou un détachement stratégique qui nous protège? Et si cette capacité à voir l'humanité complexe, avec ses ombres, ses lumières, c'était ça la clé? Pas seulement pour mieux naviguer dans le monde, mais aussi pour libérer notre propre potentiel, en acceptant nos propres parts d'ombre. C'est une question profonde, oui, pour conclure cette exploration qui était passionnante. Voir l'humanité en face, sans se voiler la face, mais sans juger trop vite. C'est sans doute le grand défi que nous lance Robert Greene. Voilà qui termine notre plongée du jour dans les lois de la nature humaine. Un immense merci de nous avoir suivis sur Radio Éveil. Merci à vous pour cet échange stimulant. Et oui, si ces sujets vous parlent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Radio Éveil. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines discussions. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt de la part de toute l'équipe de Radio Éveil.